Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher Claude Barthelone, Madame la Commissaire, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris. Nous avons déjà eu le plaisir de nous rencontrer lors d'un premier Conseil des ministres des Transports et nous aurons l'occasion de continuer à travailler tout à l'heure à mon ministère à l'heure du déjeuner. Monsieur le Président, cher Philippe Duron, je pense qu'ici personne ne vous présente pour la qualité de vos travaux passés qui m'ont tellement inspiré que je vous en ai confié d'autres immédiatement. Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, le financement des infrastructures, c'est un très vaste sujet et bien évidemment le gouvernement et le ministère dont j'ai la responsabilité mesurent pleinement les enjeux qui y sont attachés. Cette problématique est prégnante, particulièrement dans une période où se pose à la fois la question de la puissance, de la capacité de la puissance publique de poursuivre ses investissements, mais également pour nos concitoyens la question du pouvoir d'achat. Car il est difficile d'envisager d'autres sources de financement, in fine, que le contribuable, que ce soit la personne ou l'entreprise ou l'usager. Cette question est naturellement au cœur des réflexions, était naturellement au cœur des réflexions de la commission Mobilité 21, brillamment présidée par Philippe Duron. En effet, à la suite de multiples annonces non financées du SNIT, il était nécessaire de ne pas poursuivre des promesses intenables et d'identifier les vraies priorités. Permettez-moi donc de replacer mon propos dans ce cadre et de vous préciser les principaux enjeux que pose aujourd'hui la politique des transports, ou plutôt la partie relative aux infrastructures de transport. Bien évidemment, notre politique doit s'inscrire en pleine cohérence avec les objectifs du Président de la République rappelés lors de la dernière conférence environnementale. Il nous faut donc concilier les éléments constitutifs d'une vraie politique durable des transports qui répondent à une demande convenablement maîtrisée de la mobilité, soutenable sur le plan budgétaire, acceptée par le plus grand nombre, mais aussi qui soit plus respectueuse de son environnement et donc moins consommatrice de ressources naturelles et moins émettrice de gaz à effet de serre. Concilier l'ensemble de ces préoccupations est une véritable gageure. La première des priorités, comme l'a rappelé la commission Mobilité 21, c'est de mieux gérer les réseaux existants. Nous savons dans quel état 30 années de sous-investissement ont laissé notre réseau ferroviaire. Nous savons également que le réseau fluvial présente des enjeux importants et je suis sensible à la préoccupation qui s'exprime aussi sur les réseaux routiers, tant celui de l'État que celui des collectivités locales. Pour y remédier, tous les leviers doivent être recherchés et utilisés, car même si le développement de nos réseaux n'est pas exclu, nous sommes dans un pays où l'essentiel des constructions a été réalisé et où l'essentiel du fonctionnement de notre économie repose et continuera de reposer sur les infrastructures actuelles. Dans ce cadre, il était important d'arrêter la dérive financière du secteur ferroviaire. L'un des objectifs de la réforme ferroviaire découlant de la loi d'août 2014 est bien d'assurer la maîtrise financière de ce secteur, notamment par la constitution d'un gestionnaire unifié des infrastructures qui doit rechercher, en son sein, les gains de productivité indispensables à la pérennité de notre réseau ferroviaire. Cette nouvelle organisation doit aussi être l'occasion d'une plus grande efficacité au service des usagers. C'est dans ce cadre que j'ai récemment mis en place une commission pluraliste présidée par Philippe Duron qui doit, dans un délai de 6 mois, remettre un rapport sur les trains d'équilibre territoire de l'avenir. Sa mission est claire, établir un diagnostic de la situation actuelle des TET et proposer une solution alternative attractive dans une articulation clarifiée entre les TGV et les TER. L'État souhaite également affirmer son ambition et définir une feuille de route pour l'ensemble de son système portuaire, afin de donner à la France une place de premier rang dans le commerce international.
Situés à l'interface des routes maritimes et des réseaux de transport multimodaux, les ports français sont au cœur de la chaîne logistique d'approvisionnement des territoires. Ils ont une vocation à accueillir diverses activités essentielles dans le secteur logistique ou contribuant au développement industriel, notamment dans le secteur énergétique ou relevant des filières industrielles d'avenir. J'ai reçu les présidents des conseils de surveillance, présidents des directoires, commissaires du gouvernement des 11 grands ports maritimes français, hexagonaux et ultramarins, ainsi que le président de Paris et de Strasbourg, pour leur redire l'ambition du ministère et celle du gouvernement concernant les ports français. Dans le domaine fluvial, la mise en place du nouveau VNF répond aussi à cette logique, puisque depuis le 1er janvier 2013, l'ensemble des agents de l'État et des salariés de l'ancien EPIC partagent une même communauté de travail au sein du nouvel établissement public. Cela doit permettre une plus grande efficacité et faire évoluer les conditions de gestion, tout particulièrement du réseau magistral qui concentre les flux les plus importants. Sur le mode routier, la question est un peu différente, car de très nombreux acteurs la composent, communes, regroupements de communes, départements, États, sociétés concessionnaires. Les enjeux sont très importants, à la fois en termes de tarifs concernés que de linéaires. La contraction de la dépense publique pose une question majeure à ce secteur. Pour ce qui concerne le réseau non concédé de l'État, une des clés est celle de la modernisation de la gestion du réseau. Il s'agit bien évidemment de revoir la manière dont sont assurés l'entretien et la maintenance. La politique technique des chaussées a ainsi été totalement refondue depuis 3 ans dans un souci de meilleure gestion de notre considérable patrimoine routier. Mais nous devons aussi travailler à développer les nouveaux usages et les nouvelles technologies. L'utilisation de voies réservées, voire dans certains cas de bandes d'arrêt d'urgence pour les transports collectifs est ainsi une méthode qui permet de mettre à profit, à moindre coût, les infrastructures existantes. Le développement des nouvelles technologies commence aussi à offrir des alternatives moins coûteuses et plus performantes pour fournir aux usagers l'information dont ils ont besoin. Comme vous le savez sans doute, la France est en pointe dans ce domaine des transports intelligents et une expérimentation aura lieu début 2015 de véhicules connectés à l'infrastructure sur plus de 2000 km de nos routes. Mais, quel que soit le mode de transport, la gestion et la modernisation du réseau ne répondent sans doute pas à tous les besoins. Et la Commission Mobilité 21 a donc indiqué les priorités qui doivent nous guider pour remplir nos objectifs. Il nous faut donner une meilleure compétitivité aux autres modes de transport que la route. En particulier, améliorer la desserte de nos ports pour éviter que des trafics soient générés inutilement parce que l'essentiel de l'approvisionnement de la France ou l'essentiel de ses exportations partent des ports situés en dehors de notre territoire. Il y a un enjeu fort, à la fois pour le ferroviaire, en particulier le long de la vallée de la Seine, pour la desserte du Havre, mais également pour le fluvial, avec le réseau magistral vers Marseille et Le Havre, le canal Seine-Nord-Europe, pour lequel le Premier ministre a fixé la date d'engagement des travaux à l'année 2017, participe de cet objectif et de cet effort. Il s'agit là, conformément à la politique européenne, de répondre aux enjeux de cogestion pour la construction de maillons manquants ou la résorption de points particulièrement difficiles. C'est cette ambition qui anime le grand projet du Lyon-Turin, afin d'offrir dans les échanges vers et depuis l'Italie une alternative ferroviaire réellement compétitive. La ligne du XIXe siècle qui nous relie à nos voisins transalpins circule dans sa partie la plus haute à 30 km/h et n'est manifestement pas adaptée aux enjeux économiques, environnementaux de la France et j'ai même envie de dire aux enjeux géopolitiques. Par ailleurs, la Commission Mobilité 21 a identifié les enjeux de sécurité, d'intégration environnementale et d'aménagement du territoire pour lesquels les attentes des territoires sont importantes. Nous sommes là au cœur des préoccupations du volet mobilité des contrats de plan pour lesquels les préfets viennent d'être mandatés. Il s'agit de trouver, dans une logique multimodale, les aménagements nécessaires à l'échelle de chaque région
pour répondre aux enjeux que je mentionnais. Ces contrats de plan font l'objet de discussions avec les collectivités, avec l'objectif de trouver des bases d'accord d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre a signé les premiers contrats de plan la semaine dernière. Ce volet mobilité sera aussi l'occasion de traiter une partie des problèmes des déplacements en Île-de-France pour la modernisation des transports collectifs, et je mentionne sans m'y attarder le projet du Grand Paris qui répond à l'urgence d'améliorer les déplacements du quotidien. Enfin, quelques projets de plus grande ampleur demeurent poursuivis en nombre plus réduit que précédemment et dans un souci de contrôle de leur développement. Les priorités dressées par la Commission Mobilité 21 constituent la feuille de route du gouvernement qui souhaite bien évidemment la mettre en œuvre en liaison étroite avec les territoires, car je mesure pleinement, au titre de mes fonctions actuelles, mais aussi certaines fonctions précédentes, l'importance qui doit être donnée à ce lien entre les infrastructures de transport et les territoires. Il nous faudra, et je sais que le président Duron ainsi que la représentation nationale, Claude Barthelon disait, y sont très attentifs, à avoir un débat sur les ressources que la nation consacre à cette politique. Comme vous le savez, les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de l'écotaxe, c'est un euphémisme, les conditions de sa conduite et de sa mise en œuvre nous ont amenés au report sine die, puis à la dénonciation du contrat. Pour autant, l'Agence de financement des infrastructures de transport, qui constitue la principale source de financement pour l'État, pour la gestion et le développement des réseaux dont il a la charge, est confrontée à des problèmes de ressources insuffisantes. Pour l'année 2015, le gouvernement a décidé de mettre à contribution de manière transitoire le secteur des transports routiers et de ses donneurs d'ordre. Cette ressource nous permettra de compenser le manque à gagner dû à l'abandon de l'écotaxe poids lourds. Pour autant, nous avons mis en place des groupes de travail avec les transporteurs routiers et les chargeurs pour réfléchir à un dispositif pérenne de financement de l'AFITF. Les travaux sont en cours, dans la perspective d'une décision que le gouvernement prendra au résultat de ces travaux avant l'été 2015, pour un dispositif définitif qui sera retenu et mis en œuvre à partir du 1er janvier 2016. Ce travail se poursuit. Je précise qu'il s'inscrit dans le respect des principes d'origine, à savoir qu'il s'agit bien toujours du principe pollueur-payeur et que les modalités sont ouvertes et que dans tous les cas, je réédite les engagements que j'ai déjà formulés, le financement de l'AFITF au moins à hauteur de 1,9 milliard pour cette année et les années à venir sera assuré par le mode de financement que nous retiendrons, que les choses soient claires. Enfin, la question autoroutière est maintenant posée. La situation décrite par la Cour des comptes et par l'Autorité de la concurrence interroge sur la situation de ce secteur qui ne semble pas connaître, lui, la crise. Il est très clair que les choses ne pourront pas rester inchangées. Les décisions seront prises très prochainement. Le gouvernement, Claude Barthelon l'a rappelé, poursuit actuellement, c'est tout à fait d'actualité, quasiment au jour le jour, des débats avec les sociétés concessionnaires. L'Assemblée nationale mène un travail très approfondi et doit publier ses conclusions sous l'autorité de Jean-Paul Chanteguet dans les prochains jours. Le Premier ministre arbitrera au résultat de ce travail et des négociations en cours la décision de l'État très prochainement. Mesdames et messieurs, dans le temps qui m'était donné, j'ai souhaité évoquer les grandes lignes qui pourront, me semble-t-il, éclairer la suite de vos travaux. Il m'a semblé en effet que la question du financement des infrastructures doit s'inscrire dans une stratégie plus globale qui, au-delà de la question des outils, n'oublie pas les grands objectifs que nous devons poursuivre. La feuille de route de l'État et du gouvernement est claire. La conférence environnementale a tracé le cadre dans lequel prend place la feuille de route fortement inspirée des conclusions
de la commission Mobilité 21, à la fois sur les réseaux actuels et sur leurs aménagements. Je vous souhaite de bons travaux et je vous remercie.